Von der Leyen a signé un accord, notamment sur des droits de douane et sur des achats d'armes avec Donald Trump, donc avec les États-Unis d'Amérique. Cet accord a été dénoncé par énormément de gens en Europe en disant que c'était vraiment à notre désavantage, avec notamment l'augmentation des droits de douane sur les produits qu'on exporte aux États-Unis. Et puis, ça nous force aussi à acheter, je crois, 600 milliards ou 650 milliards d'armes aux États-Unis. On va parler de tout ça avec Chris. Si vous avez déjà vu, on a déjà fait plein d'analyses avec Chris, notamment sur Trump, sur l'économie mondiale, le récap de l'année 2024, les prévisions 2025. Là, on va faire une capsule un peu dans ce style-là, où on essaie de faire de l'analyse. Pourquoi est-ce que cette décision intervient? Est-ce que c'était forcé pour la bourgeoisie européenne pour éviter la catastrophe? Est-ce qu'au contraire, c'est une sorte de trahison? Enfin voilà, on va parler de tout ça. Chris, comment ça va de ton côté? Ça va pas mal, ça va bien. Ça fait du bien de parler un peu d'économie, parce que c'est quand même la base, l'infrastructure, si on veut parler pour être des marxistes mécanistes. Mais là, on voit qu'il se passe beaucoup de choses. On essaye de suivre tout ce qui se passe depuis Trump. Je pense que ça doit être la 5e ou 6e depuis son élection qu'on fait, entre les douanes, Ouais. la Chine, la Russie, l'Iran, etc. Donc là, en fait, on arrive au bout de sa pression, parce que c'était ses 6 premiers mois de mandat. Et c'est le cœur de sa politique, en fait, de relance de l'appareil industriel américain, de faire en sorte que ce soit produit aux États-Unis, et donc de mettre, c'est des mesures protectionnistes classiques, c'est des mécanismes qui ne sont absolument pas nouveaux, qui sont des mécanismes qu'on a vus à la fin du 19e dans les crises économiques, voilà, des mécanismes protectionnistes. Donc on met des droits de douane à l'extérieur pour pouvoir stimuler la production intérieure. C'est ce que Trump fait. L'idée est simple, s'il y en a, je pense que beaucoup de gens comprennent, mais s'il y en a qui comprennent pas, l'idée c'est que comme ça coûte plus cher d'acheter à l'extérieur à cause des douanes, vaut mieux acheter des trucs à l'intérieur et la concurrence est moins forte pour les producteurs à l'intérieur du pays parce que ils peuvent produire tranquille, quoi. Alors que dans le cas inverse, qu'on a vu beaucoup avec le néolibéralisme, avec la chute des droits de douane et des frontières économiques, quoi, vous avez une concurrence qui se fait entre des pays beaucoup plus pauvres et votre pays, et du coup, ça peut être bien pour délocaliser. Mais ça peut aussi désindustrialiser votre pays parce que votre pays produit souvent avec des coûts beaucoup plus hauts que les pays pauvres, quoi. Donc c'est vraiment ces mécanismes-là qui sont en train de se jouer, quoi. Exactement. On verra que c'est pas si simple, parce que en général, en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a eu du protectionnisme interne, on se retrouve avec des producteurs à l'intérieur qui finissent en fait par augmenter leurs prix pour s'aligner avec les prix de leurs concurrents venus de l'étranger. Donc souvent ça échoue. Là pour l'instant on n'en est pas encore là parce que les droits de douane n'étaient pas encore fixés. Ils commencent à être doucement fixés et donc pour commencer, je te laisse introduire où on en est avec la France et surtout l'Union européenne. On a normalement un accord autour de 15%. Ouais, donc on a deux articles en gros pour résumer la position actuelle, parce que même si on dit 15%, bon, en réalité il y a des trucs qui sont exonérés, d'autres non, d'autres qui sont plus hauts, enfin voilà, ou plus bas, et donc faut regarder dans le détail, parce que évidemment les pays étant spécialisés, par exemple la France, je sais pas, il y a l'export de produits de luxe, il y a l'aviation, l'Allemagne évidemment, il y a comment ça s'appelle, les voitures, enfin voilà. Ouais, l'automobile, effectivement. L'industrie même, voilà. On va pouvoir du coup regarder un peu ce qui se passe. Alors France Info nous dit: droits de douane, les États-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord commercial, annonce Donald Trump et Ursula von der Leyen. C'est le plus grand de tous les accords. C'est félicité le président américain qui a précisé que les produits pharmaceutiques n'étaient pas concernés. D'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi c'est pas concerné les produits pharmaceutiques. Peut-être que c'est au désavantage des États-Unis. Ça reste encore flou, hein. Y a des sources qui disent que les produits pharmaceutiques seraient concernés aux États-Unis, donc on sait pas trop. On sait que c'est un des secteurs où ils importent beaucoup les États-Unis via l'Europe. Donc ça faisait partie des secteurs en tension de négociation. Donc là, il annonce ça, mais il y a d'autres sources qui disent que c'est le contraire. Bon, je pense que la crise, Zoé nous en parlerait mieux, mais la crise de la santé aux États-Unis fait que ça pouvait être sûrement vu comme quelque chose de critique de faire augmenter les médicaments, de faire de l'inflation sur les médicaments, alors qu'ils ont de plus en plus de mal eux-mêmes à en produire aux États-Unis. Donc c'est peut-être pour ça que ça a été exclu, mais c'est pas encore très clair. Pour être clair, on tourne le 3 août là. Personne n'a encore vu l'accord écrit, C'est des etc. déclarations, ouais. Ça reste des déclarations, quoi, et il va encore sûrement y avoir des petits changements. Alors, probablement à la marge, pas sur les 15%, mais sur le détail, quoi. Alors, fumée blanche, après des mois de tension, les États-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord commercial sur les exportations européennes dimanche 27 juillet.
ont annoncé Donald Trump et Ursula von der Leyen à la sortie d'un entretien qui s'est entretenu à Tunbury, en Écosse, sur les lieux du golf détenu par le président américain. Je ne savais pas qu'il avait un golf en Écosse. C'est un bon accord, un immense accord, a commenté la présidente de la Commission européenne. C'est le plus grand de tous les accords, a renchéri Donald Trump, ça va, il se suce entre eux, qui a précisé que les produits pharmaceutiques n'étaient pas dans le périmètre de cet accord. Ce sont des droits de douane généraux à 15%, a précisé auprès de la presse Ursula von der Leyen, qui a parlé d'un bon accord et ne va donc pas activer un plan de représailles à 93 milliards d'euros. Bah attends, c'est genre, tu prends des douanes et tu dis c'est bien parce que du coup j'ai pas pris pire. Bah oui, si tu veux, tu vois, c'est en mode, je me suis pris une claque, mais j'aurais pu me prendre un coup de poing, tu vois, enfin super, tu vois. Donald Trump a lui annoncé des droits de douane à 15% sur les produits européens, signe que les deux dirigeants sont sur la même ligne au terme de cette rencontre très attendue. Avant cette réunion, Donald Trump avait affirmé que l'Union européenne ne bénéficierait pas de droits de douane inférieurs à 15%, un niveau comparable avec l'accord trouvé plus tôt ce mois-ci avec le Japon. Aucun droit de douane dans certains secteurs. Les deux puissances économiques ont décidé de lever réciproquement leurs droits de douane sur un certain nombre de secteurs stratégiques, dont les équipements aéronautiques, certains produits chimiques, des équipements pour semi-conducteurs, certains produits agricoles et des matières premières critiques, a déclaré Ursula von der Leyen devant la presse en Écosse. Le président américain a par ailleurs assuré que l'UE allait accepter d'acheter aux États-Unis pour 750 milliards de dollars. Ah oui, d'énergie, j'avais oublié de le dire, c'est en intro, d'énergie, ça c'est hyper important, parce qu'ils essaient de refourguer leur pétrole de schiste, dont on a parlé plusieurs fois sur la chaîne, notamment par rapport au conflit en Iran, l'intérêt pour les États-Unis d'avoir un prix du baril qui est assez élevé pour être rentable sur ce pétrole de schiste. Et donc du coup, oui, voilà, ils nous forcent à acheter 750 milliards de dollars d'énergie. J'imagine que c'est très bon pour la planète, que c'est le fameux plan écologique de l'Union européenne, ce truc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les États-Unis sont devenus, comme je disais, le premier producteur d'hydrocarbures du monde. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Si on intègre justement le pétrole de schiste, parce qu'ils étaient déjà producteurs de pétrole conventionnel, classique, de nappes souterraines. Et en termes de gaz et de pétrole, maintenant, si on globalise les deux, ils sont devenus les premiers producteurs. Ils sont devenus les premiers fournisseurs d'hydrocarbures en Europe depuis la crise avec l'Ukraine. Donc là, on est le 3 août. On sait que ça se redurcit un petit peu entre Poutine et puis Trump, parce que Poutine ne veut pas céder sur les conditions de la paix avec l'Ukraine, notamment sur les régions, etc. Mais on voit que si demain on va vers un accord de paix, il est probable que la Russie se remette à relivrer de l'hydrocarbure. Elle en livre encore, mais beaucoup plus que pendant la crise en Europe. Et donc, ça voudrait dire que les États-Unis, de fait, en livreraient moins. Et donc, ce que cet accord préserve, c'est que si demain ça se détend avec la Russie, les États-Unis conservent leur position de premier fournisseur en Europe d'hydrocarbures. Voilà. Donc là, ils garantissent les effets d'une paix et d'une détente possible avec la Russie. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, et on voit que ça se durcit. Donc, en fait, ils vont avoir peut-être doublement l'avantage sur ce marché. On rappelle d'ailleurs que les États-Unis, je crois, c'est pas une théorie du complot, c'est notamment eux qui avaient permis de faire péter Nord Stream 2. Je crois que c'est eux. Il y a des proxys, il y a notamment, oui, il y a des crois, la Pologne, non, c'est pas ça ? Exactement, et le Danemark. Mais oui, effectivement. Alors déjà, on sait que bien avant la guerre avec l'Ukraine, les accords de l'Allemagne, justement avec le Nord Stream 1, ont beaucoup embêté les États-Unis. Donc, il y a eu Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le gazoduc qui permet d'amener du gaz russe depuis la Russie en Europe. Donc c'est ce qui nous permet justement de ne pas être dépendant des États-Unis, mais de plutôt être dépendant de la Russie. Exactement. Il y a eu une forte détente avec la Russie de Poutine, justement, dans l'approvisionnement d'hydrocarbures avec Nord Stream. Il y avait un Nord Stream au sud aussi via la Turquie. C'est aussi ce qui a fait la Turquie qui était longtemps un protégé américain, mais qui s'est mis aussi en brouille justement parce qu'un gazoduc passait via la Russie chez eux. Donc effectivement, les États-Unis, je vous invite à aller voir la capsule qu'on avait fait sur l'Iran ou sur les rapports de Trump avec la Chine. Aujourd'hui, les États-Unis sont vraiment un très gros producteur d'hydrocarbures. Ça devient très important dans leur économie. Et donc, finalement, ils empêchent leurs concurrents de fournir, pour eux, s'arroger, on va dire, la première place et conserver cette première place. Voilà. Donc là, ils essayent de verrouiller absolument les hydrocarbures et ils anticipent justement une détente avec la Russie, avec ce que tu viens de citer justement sur ces 750 milliards d'énergie. Et juste pour revenir sur Nord Stream, si je dis ça, c'est parce que c'est apparu quand même comme quelque chose qui handicapait la Russie, mais handicapait surtout les Européens et les rendait dépendants des États-Unis, parce qu'il faut bien qu'on ait à un moment donné du gaz qui arrive.
et des hydrocarbures. Et si les hydrocarbures arrivent moins de Russie, évidemment que nous, en Europe, on va acheter plutôt aux États-Unis. Donc il y a vraiment cet enjeu-là, au-delà de la guerre en Ukraine, hein, et du fait que ça fait chier les Russes de ne pas pouvoir livrer du gaz en Europe aussi. Mais les Russes, du coup, se sont aussi redirigés vers un marché plus asiatique, avec des accords à très très long terme avec la Chine, qui bénéficiaient notamment à la Chine avec des bons prix, et puis qui bénéficiaient à la Russie parce que ça leur permettait d'écouler un peu leur stock et pas de se retrouver dans la merde économiquement, quoi. Ce qui est aussi paradoxal, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a une Union européenne qui est en train un peu de sortir du nucléaire, mais sans prévoir d'énergie alternative, et en train de se soumettre totalement aux énergies fossiles via les États-Unis. Avant, c'était via la Russie, maintenant, c'est via les États-Unis. Et donc, en fait, on se rend compte, on va sortir du nucléaire pour retourner vers une économie ultra carbonée. Ça y est, Chris devient Jankovichiste. Non, Let's non, go. mais, non, 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 mais je suis mais d'accord avec toi, on va refaire on on va va. raser certaines villes et faire des centrales. Alors, on n'est pas obligé de retourner au nucléaire, mais on voit qu'il n'y a pas de Non, moi je politique suis de. pour, mais voilà. Non, mais moi aussi, mais je veux dire, il y a d'autres énergies. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la sortie du nucléaire, on va dire, européenne, n'est pas faite pour des énergies, on va dire, propres et sécurisées, mais est faite via des énergies classiques, carbonées, comme le gaz de schiste américain ou les hydrocarbures, le gaz russe ou le pétrole du Golfe, quoi. Donc on est vraiment dans un retour en arrière sur le plan énergétique. On est même presque avant la création de l'Union européenne, s'il y avait, tu sais, une dynamique positive, voilà, avec la CECA, c'est-à-dire la communauté économique du charbon et de l'acier, qui avait quand même permis justement de rationaliser, de mutualiser en fait justement les apports énergétiques dans la reconstruction européenne après la Seconde Guerre. Là, on devrait avoir une Union européenne qui se tourne vers une communauté énergétique non fossile. Voilà, je propose une, une nouvelle refondation européenne, mais on n'y est pas du tout, et donc on est presque en train de revenir avant la Seconde Guerre mondiale en termes de course à l'énergie, chacun de son côté, et soumise aux producteurs d'hydrocarbures, quoi. Ouais, et puis là, la question qui est jamais posée là-dedans, c'est la question de qu'est-ce qui nous permet d'avoir de l'énergie, tu vois, quel régime ça finance? Parce que ce qui est jamais posé aussi comme question par les gens, c'est quand tu achètes, je sais pas, 750 milliards d'énergie aux États-Unis, qui est le pays le plus impérialiste au monde, qui est aujourd'hui dirigé par un type d'extrême droite, tu vois, enfin c'est quand même pas rien, tu vois. Et là, tu vois quelqu'un qui vient serrer la main en disant on va financer des gens qui ont un budget militaire qui correspond à la moitié du budget militaire mondial, qui font des coups d'État, qui ont été les derniers supports et supportent toujours aujourd'hui le génocide en Palestine, tu vois, et c'est des choses qu'il faut poser. Tout comme il faut poser aussi quand on fait du nucléaire, la place de la France-Afrique dans le nucléaire, le fait qu'on ait entre guillemets sécurisé certaines zones pour pouvoir avoir un approvisionnement nucléaire en uranium et tout ça, tu vois. Mais ces questions-là qui sont des questions qui sont au-delà de l'écologie, tu vois, qui sont des questions politiques de l'énergie, elles sont quand même très peu posées alors qu'elles sont quand même dignes d'intérêt, je trouve. Elles sont même centrales. Je me rappelle à l'époque quand on avait parlé de l'intérêt des États-Unis justement de déstabiliser le Moyen-Orient pour maintenir le prix du baril conventionnel non schiste assez haut pour que, parce que je rappelle que le gaz de schiste, lui, est rentable autour de 65 dollars quand le baril est à 65 dollars. Donc dès qu'il descend en dessous, et ce qui était le cas sur ces dernières semaines, derniers mois, eh bien, c'est plus intéressant pour les importateurs d'énergie fossile de prendre du pétrole classique que du pétrole de schiste. Et on nous avait dit, oui, mais regardez, en fait, c'est un tout petit pourcentage du PIB, en fait, le gaz de schiste, c'est presque 2-3%, ce qui est pas rien, hein. Mais c'est surtout qu'en fait, l'énergie, c'est la condition de production de tous les autres, en fait. Donc, ces 2-3%-là sont clés pour toutes les autres manufactures, quoi. C'est-à-dire, sans énergie, vous pouvez rien produire, quoi. Donc, si vous Ah ben contrôlez c'est sûr, l'énergie. si d'un coup la France a dit on arrête de vous fournir du vin, bon les gens seront peut-être pas contents mais ils en battent les couilles un peu, tu vois. Par contre si on te Exactement. dit bon bah on coupe le robinet énergie, là t'en Tu sûr, vois, hein. c'est pour ça. Donc, les gens qui disent oui, mais c'est rien en PIB. Oui, ben, c'est peut-être rien en PIB, mais si vous les coupez, tout votre PIB s'arrête. Alors que, comme tu dis, même si demain tu as un truc qui c'est pas 1% du PIB, c'est les smartphones ou les. Bah, tu peux vivre sans smartphone, enfin, beaucoup plus facilement que vivre sans énergie. Enfin, moi, je demande aux gens s'ils préfèrent qu'on leur coupe l'électricité ou qu'on leur enlève leur smartphone, hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que tu vois, encore une fois, on voit bien que c'est des bras de fer, des rapports de force, de gens qui agissent avec des intérêts et qui ne pensent pas à un projet nouveau, un monde nouveau et tout ça. Parce que il y a cette image des fois de l'Union européenne d'avoir voulu peut-être. Tu sais, les Allemands comme ça, les Verts allemands sont beaucoup comme ça, tu sais, en mode on va faire un projet de grande métropole écologique et tout. Mais justement, la première question qui devrait se poser, c'est comment est-ce qu'on fait un projet écologique et autonome? Et en plus, la France a abandonné des projets comme ça de recyclage de déchets nucléaires. Tu vois, on devrait essayer de
pas forcément dans le nucléaire, moi j'aime bien le nucléaire, genre, même au-delà du nucléaire, tu vois, mais essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour avoir notre propre énergie sans vivre soit en dépendant de régimes autoritaires, que ce soit Poutine ou que ce soit Trump, tu vois, sans dépendre de la France-Afrique. Alors je sais que quand on dit que la France-Afrique permet de l'uranium français, il y a toujours des gens dans les commentaires qui disent non, aujourd'hui c'est le Kazakhstan et l'Australie Le à qui on Canada, achète le plus, ce qui est en partie vrai, mais on achète, je crois, quand même un bon tiers à des pays d'Afrique qui sont historiquement sous notre domination, dans laquelle on intervient régulièrement. Et puis, au-delà de ça, ce serait quand même intéressant d'essayer de penser un mode autonome de gestion énergétique et écologique européen. Et on devrait, si on avait un projet progressiste, tu vois, on devrait penser ce truc-là. C'est quelque chose qui n'est jamais pensé. Là, on est sur un accord de qu'est-ce qui dérange le moins nos bourgeoisies pour essayer de continuer à faire comme avant, quoi. exactement. Et c'est là où, en fait, il faut sortir en fait d'espèce de dichotomie, on va dire Union européenne ou souverainisme, tu vois. Là, ce qu'on voit, c'est que en fait, le manque de cohérence et de partenariat et de vision du monde progressiste, parce que c'est ça le problème, on a des bourgeoisies, en fait, on a une réunion de bourgeoisie à la tête de l'Union européenne où chacun essaye de préserver ses intérêts. Le manque de cohérence et de vision globale progressiste de ces mécanismes et de ces traités européens nous emmène droit dans le mur. Font en sorte qu'en plus, l'Union européenne soit la deuxième entité économique dans le monde, mais de manière totalement abstraite, en fait. Parce qu'elle ne se donne pas les moyens d'avoir cette force économique. Et là, on voit un accord politique qui est complètement en défaveur de l'Union européenne, qui est complètement asservi à la politique de Trump. Trump a gagné. Trump, quand il a parlé au tout début de son investiture, tu sais, du Liberation Day, là, quand il a annoncé sa politique des droits de douane, il avait demandé 20% à tout le monde. Voilà. Donc en fait, on se retrouve à 15%, on n'est pas loin. C'est une transformation absolue du rapport de force et du monde économique. Juste pour rappel, on n'a jamais vu des droits de douane moyens, alors tu pourras peut-être passer après sur les autres pays, voilà, mais on n'a jamais vu des droits de douane moyens avec les États-Unis, première puissance mondiale, aussi important depuis 1911. Historiquement, là, ces derniers temps, on était autour de 2, 2,4, 2,5%. Tout le monde du néolibéralisme, c'était justement d'avoir un marché extrêmement ouvert, etc. Là, on revient à des droits de douane moyens avec les États-Unis, c'est-à-dire tous les pays importateurs aux États-Unis, autour de 20%, ce qui est plus de 100 ans plus tôt, avec une politique protectionniste américaine où ils n'étaient pas encore la première puissance mondiale. C'était avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la doctrine Monroe, etc. Donc, on revient vraiment à un capitalisme ultra-libéral, ultra-concurrentiel. On est en train de sortir du néolibéralisme. Ça, c'est la politique de Trump. Il faut comprendre ça. On sort du néolibéralisme et du marché ouvert et on revient vers la concurrence absolue au protectionnisme des pays européens. Si on va là-dedans bêtement, c'est ce qu'en sont en train de faire nos bourgeoisies européennes, c'est-à-dire en ne mettant pas des mécanismes globaux et en ne faisant pas des transformations générales avec la Chine, en partenariat, en étant beaucoup plus multilatéraux, etc., on va aller vers une concurrence de toutes les puissances économiques et on sait comment ça dégénère dans la guerre en général. Ça peut dégénérer dans la guerre. Donc du coup, on va passer au deuxième article, qui est un article qui est sur RFI. Alors, c'est quels pays ont trouvé un accord avec Donald Trump sur les droits de douane. Donc là, c'est un peu plus précis comme article pour savoir quel droit de douane par personne, quoi. Donald Trump a signé des décrets prévoyant une augmentation des droits de douane imposés aux partenaires des États-Unis qui entreront en application le 7 août 2025. Putain, il doit y avoir des mecs qui doivent faire des réserves d'ici le 7 août, qui doivent acheter comme des porcs avant les droits de douane. RFI dresse la liste des pays qui ont signé un accord commercial avec Washington et de ceux à qui Donald Trump a fermé la porte. La victoire de Donald Trump dans la guerre des droits de douane commence à se profiler, au moins à court terme. Dans les derniers jours, avant la date limite du 1er août, les plus grosses économies du monde se sont précipitées pour trouver des accords commerciaux, même désavantageux avec le premier importateur mondial. Ah oui, c'est le premier importateur mondial. En moins d'une semaine, Washington a obtenu la signature du Japon, de l'Union européenne, de la Corée du Sud. Les gains immédiats sont évidents pour Trump. Depuis la mise en place des droits de douane de base à 10% début avril, les recettes douanières des États-Unis ont bondi. Rien qu'au mois de juin, le pays a encaissé 27 milliards de dollars, 3 fois plus qu'en 2024 à la même période. Donald Trump a en revanche acté l'échec des négociations avec plusieurs représentants du Sud global, comme l'Inde et le Brésil. Pour tous les pays qui n'ont pas réussi à négocier des droits de douane pouvant aller jusqu'à 50%, pourraient s'appliquer automatiquement le 7 août. Putain, la dinguerie, t'as 50% de droits de douane. Comme ça.
Pour vous aider à mieux comprendre les relations commerciales, selon Donald Trump, RFI a mis à jour la liste des conditions tarifaires appliquées auprès des partenaires des États-Unis. Chine, 30% en vigueur, accord de principe depuis le 11 juin. Et c'est un accord qui est réciproque, je crois, ça. Le Liberation Day de Donald Trump avait instauré une taxe de base à 34% sur les produits chinois, déclenchant une brève guerre commerciale durant laquelle Trump annonçait des droits de douane atteignant 145% sur les exportations chinoises, tandis que la Chine répliquait avec 125% de tarifs douaniers sur les biens américains. Les deux puissances ont mis fin à l'escalade le 12 mai, lorsque Donald Trump a annoncé une trêve avec la Chine. Les droits de douane américains ont été abaissés à 30% et Pékin a réduit les siens à 10%. Ces taux sont toujours en vigueur aujourd'hui, alors que les États-Unis poursuivent les négociations autour d'un accord de principe esquissé un mois plus tard, le 12 juin. Rien n'est définitif ni signé à ce stade. Pékin et Washington discutent et espèrent s'entendre sur un accord le 12 août. Avec 16,5% des biens importés aux États-Unis provenant de l'Empire du Milieu, la Chine, premier exportateur vers le marché américain, représente de loin le dossier le plus sensible pour Donald Trump. Face à Xi Jinping, tenace, Donald Trump ne pourra peut-être pas obtenir des conditions aussi avantageuses que celles concédées par ses autres partenaires. On en avait parlé dans une capsule du bras de fer entre la Chine et Donald Trump sur cette question-là, et notamment avec l'hypothèse d'une sécession de la Californie. Parce que la Californie, vous savez, il y a eu des révoltes là-bas. Et le gouverneur de Californie avait dit que lui, peut-être que ça pourrait ne pas s'appliquer, ces droits de douane pour la Californie, notamment parce que la Californie est un très gros importateur chinois et que lui, il ne voyait pas l'intérêt de rentrer dans un bras de fer comme ça avec la Chine, quoi. Ce qui était marrant, c'est qu'ils faisaient ça le jour même où ils étaient en négociation à Londres, en fait. Le jour où il y a eu des émeutes en Californie, c'était le jour même où ils étaient en négociation à Londres. Et donc, la Chine appuyait là-dessus en disant la Californie peut sécessionner. Alors, il y a aussi toujours un rapport de force, tu sais, avec Taïwan et tout. Mais c'est vrai que la Californie avait proposé, le gouverneur de Californie avait justement lui proposé de dire maintenant, on n'appliquera pas les droits de douane, on appliquera nos propres droits de douane avec la Chine. Et effectivement, la Californie étant tellement importante dans l'économie américaine, que c'est presque 10% de toutes les importations des États-Unis. Donc, si elle a des droits de douane inférieurs à 30%, bah, c'est un gain important pour les Chinois. Donc, eux, ils mettaient la pression, non pas pour une indépendance, qu'on en est très loin, mais au moins une autonomie de la Californie sur leur capacité de mettre de la douane chez eux. Voilà. D'autant que si c'est 10%, admettons que ce soit 10%, tu vois, des importations. Bah, si eux ont des importations inférieures, tout le monde va importer depuis la Californie en Chine là-bas, donc ça va augmenter encore plus les importations californiennes. Ça va biaiser tout le truc, quoi. C'est comme si sur l'accord de l'Union européenne, la France disait bah non, nous on n'applique pas ces droits de douane-là, c'est-à-dire le poids de la France dans l'Union européenne en disant bah nous les droits de douane on les applique pas, donc on fait nous-mêmes, quoi. Et donc bah, de fait ça changerait le rapport de force avec les Chinois. Imaginons demain l'Union européenne fait un accord de, je sais pas, 20% de taxes pour les produits importés en Chine, et la France dit, bah, nous, non, on garde 2%, bah, de fait, la Chine va dire, va soutenir la France dans sa politique économique, quoi. Bah, bien sûr, ouais. Mais c'est marrant parce que tu parlais de Taïwan. C'est vrai que les États-Unis ont souvent joué, plus généralement les Occidentaux ont souvent joué sur Taïwan en disant voilà, Taïwan est oppressé par la Chine, ce qui peut être en partie vrai sur certains trucs, mais ça a été vachement monté en épingle aussi pour essayer de diviser un petit peu la Chine sur une question qui est toujours tendue et qui a l'avantage des Occidentaux, hein. Les Occidentaux ont toujours fait ça, essayer de balkaniser les autres pays. Il y a eu aussi la question du Tibet. Enfin voilà, il y a eu, dès que la Chine a une crise à l'intérieur de son pays, évidemment les Occidentaux arrivent. Raphaël Glucksmann dit regardez, c'est très grave, il faut soutenir les indépendantistes dans le pays. Et bref, on a souvent vécu ça dans ce pays-là, mais là c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la Chine qui vient dire regardez les Californiens, là ils sont à deux doigts de faire sécession et tout. Donc, c'est assez marrant de voir ce renversement où on n'est pas habitué à voir quelqu'un mettre la pression aux États-Unis en disant regardez, quelqu'un peut se barrer de chez vous et ça peut créer de la division, quoi. Ouais, c'est ça. Allez voir la capsule, hein, mais ça peut aller vers ça, hein. Ouais. Union européenne, 15%, accord de principe le 27 juillet. L'accord annoncé par Donald Trump et la présidente Ursula von der Leyen le 27 juillet a provoqué des réactions mitigées à travers l'Union européenne. Certains dirigeants européens se veulent même optimistes quant à la possibilité d'améliorer les termes de l'accord. Ce n'est pas la fin, a déclaré le président français Emmanuel Macron à ses ministres. L'Europe ne se voit pas encore suffisamment comme une puissance. Pour être libre, il faut être craint. Nous ne l'avons pas assez été. Comme pour la Chine, aucun accord juridique n'a été signé entre les deux blocs.
Condition sine qua non pour l'Europe, certaines catégories stratégiques bénéficient d'une exemption des droits de douane. C'est le cas des exportations dans les secteurs de l'aéronautique, donc la France est vachement concernée, des semi-conducteurs, des produits chimiques, des médicaments génériques. En échange, l'UE s'est engagée à acheter 750 milliards de dollars d'énergie américaine sur 3 ans et à investir 600 milliards de dollars dans l'économie américaine. Voilà. Alors, Bah, ça, c'est c'est pas ce qu'on si a dit. bête, ce truc d'acheter de l'énergie, parce que de toute façon, on va avoir besoin d'en acheter. C'est un pari sur le fait que l'énergie sera haute, parce que dire on va vous acheter de l'énergie, si de toute façon l'énergie est haute et qu'on en va acheter, ça nous coûte pas si cher que ça, tu vois. De toute façon, il fallait en acheter à quelqu'un d'énergie, c'est pas comme si on leur donnait 750 milliards. Qu'on disait précédemment, de toute façon, tant que les conditions restent les mêmes, ce sera intéressant. Le risque, c'est que si ça se détend avec la Russie, c'est ce que voulait Trump, que l'énergie russe soit moins chère et qu'on continue de l'acheter très cher aux États-Unis, quoi. Voilà. Ou que demain, donc là on a parlé avec le russe, mais on en a parlé avec la capsule sur l'Iran. On voit que le pétrole conventionnel est très bas et continue d'être très bas. On sait que la croissance mondiale fait qu'il risque de pas trop monter. L'objectif d'acheter ces 750 milliards, il y a quand même de fortes chances sur l'avenir qu'on achète de l'hydrocarbure américain à des prix autour de 65, 70, 80 dollars, alors qu'on aura peut-être un hydrocarbure du Golfe au Qatar, en Arabie Saoudite, autour de 50, 55 dollars. Parce que justement, on a aussi les pays du Golfe qui, eux, essayent justement de retrouver des débouchés. Et là, c'est paradoxal, hein, mais là, en ce moment, ce que fait l'OPEP, c'est qu'ils augmentent leur production pour vraiment faire baisser le prix et mettre la pression sur les Américains sur le gaz de schiste. Et là, Trump verrouille l'Union européenne pour qu'ils achètent de l'hydrocarbure malgré que le prix soit en la défaveur de l'Union européenne. Donc, non, ça risque pas sur les 3 années à venir d'être plutôt une bonne chose, quoi. Et donc les 600 milliards, il y a aussi les 600 milliards. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les États-Unis, en termes léninistes ou léniniens, je ne sais pas comment dire, essayent d'être un pays et cherchent de l'impérialisme européen. Parce qu'en fait, on parle de l'impérialisme, les gens confondent souvent l'expansionnisme et l'impérialisme, ou le colonialisme et l'impérialisme. L'impérialisme, dans les conditions léninistes, c'est justement l'exportation de capitaux. Et là, en fait, les États-Unis qui veulent relancer et redynamiser leur appareil industriel qui est désuet, limité à cause de la période néolibérale dont Trump veut sortir, hein, qui est critique, eh ben, ils poussent l'Union européenne, c'est-à-dire des gens qui sont propriétaires de capitaux, de ne pas investir ces capitaux en Europe, mais de les investir aux États-Unis, c'est-à-dire d'exporter des capitaux pour retrouver des nouveaux débouchés, faire de la production aux États-Unis. Voilà. Et subventionner la réindustrialisation américaine par les capitaux européens. Voilà. C'est ce qu'essaye de faire Trump avec ses 600 milliards. Il y a un autre truc qui n'est pas dans l'article là qu'on n'a pas vu précédemment, c'est aussi que l'Union européenne s'est engagée, on ne sait pas sur combien, etc., engagée à acheter beaucoup d'armements sur les 3 années à venir. Voilà. Donc c'est un peu toutes les conditions. C'est clairement une défaite. Économiquement, c'est pas tellement une défaite parce que c'est à peu près, ça reste une défaite parce que les droits de douane vont augmenter dans une phase où l'Union européenne a une croissance absolument dégueulasse et un appareil industriel qui est catastrophique. Donc c'est pas terrible, mais c'est pas si pire. Par contre, politiquement, c'est absolument catastrophique. On voit que ils n'ont pas mis de mesure de rétorsion. L'Union européenne a une balance positive sur beaucoup de biens aux États-Unis. Tu l'as dit, l'aéronautique, l'automobile, le vin, voilà. Mais sur les services, par exemple, les services numériques, hein, Amazon, Google, etc. Là, les États-Unis ont une balance commerciale positive avec l'Union européenne. L'Union européenne, par exemple, n'a pas du tout dit qu'ils allaient mettre des droits de douane ou des droits là-dessus. Donc c'est vraiment un accord unilatéral en faveur des États-Unis, où on voit que les États-Unis sont une puissance politique alors que l'Union européenne n'est qu'un marché, quoi. Et en tant que marché, elle réagit que simplement comme un marché, donc elle ne fait rien. Et chacun des pays gère son petit truc. L'Allemagne, qui était taxée depuis le mois d'avril via le coup de force de Trump à 27% sur l'automobile, redescend à 15%, ils sont contents. La France et l'Italie vont renégocier pour pas avoir 15% sur le vin. Voilà, chacun fait son truc dans son coin. Mais on le voit, hein, dès que l'Union européenne est confrontée à des batailles politiques, on l'a vu avec le Covid par exemple, on l'a vu avec l'Ukraine, etc., chacun fait dans son coin, ça parle dans tous les sens. Enfin, vraiment, on a tout sauf une puissance politique. C'est pareil pour militairement, hein. Ah bah oui, le seul truc qui a fait l'unanimité, c'est le soutien à Israël, hein, mais tu vois, militairement, on parle jamais d'une seule voix. C'est catastrophique, hein, c'est vraiment un marché, hein.
Je vais quand même être. Non, euh, ils sont limités, mais il y a quand même des pays subalternes, on va dire, dans l'Union européenne, comme l'Espagne, qui ont été un petit peu plus critiques vis-à-vis d'Israël, qui ont reconnu l'État palestinien plus Oui, tôt, etc. oui, oui. Mais effectivement, on voit que les grands pays sont alignés derrière ça. Ouais, ouais, non, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Je voulais continuer sur le Vietnam parce que c'est assez intéressant ce qui est rapporté. Bon, il y a le Japon, donc 15%. Le Japon est parvenu à réduire ses douanes de 25 à 15% en signant un accord commercial avec les États-Unis le 23 juillet. Tokyo a notamment obtenu des conditions préférentielles pour son industrie automobile. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une grosse industrie automobile au Japon. Ce secteur essentiel pour l'économie japonaise a longtemps fait obstacle aux négociations. Autre sujet de crispation et d'augmentation des importations de riz américain que Tokyo a accepté en limitant le volume. Et ils sont dépendants du riz, ils ont une agriculture de merde, le Japon? Bah, ils ont pas beaucoup d'agriculture. C'était la politique néolibérale américaine, hein. C'était de surproduire des matières premières. Et les matières premières agricoles sont énormes aux États-Unis, hein. Le blé, le riz, etc. Et faire fabriquer ces produits manufacturés à moindre coût en périphérie. Ça a d'abord été le Japon, hein, qui est un des premiers enfin, Made in Japan, hein, dans les années 70-80, c'était vraiment le truc qu'on voyait partout aux Les États-Unis. Fender Stratocaster Made in Japan. La base de la base, quand t'achètes d'occasion, là, elles sont. Tu sais, c'était Fender, ils avaient justement fait produire au Japon. Et sauf Ouais. qu'ils étaient à moitié dans la sauce parce que la qualité japonaise était au moins équivalente à la qualité américaine, voire meilleure, alors que c'était leur produit bon marché, tu vois. C'était un peu le produit, l'entrée de gamme, tu vois, alors que c'était un banger, tu vois. Et donc, du coup, Ouais, maintenant, ouais. c'est des guitares qui sont recherchées, ça. C'était un album de Deep Purple, Made in Japan, pour ceux qui ont eu des parents fans de hard rock. Mais voilà, c'était un des premiers, comment dire, pays producteurs de produits manufacturés pour les États-Unis. Puis ensuite, avec l'avènement de la Chine, milieu des années 90, années 2000, bon, ça a été la Chine. Et du coup, ils gardent encore une position agricole très importante. Et là, le riz, justement, ils font en sorte d'exporter du riz énormément au Japon, qui sont des gros consommateurs de riz, mais qui ont très peu de production de rizières. Voilà. Donc c'était vraiment l'économie américaine de produire de la matière première et de la transformer dans les périphéries et de la faire revenir. Bon là, ils essayent d'en sortir de cette politique néolibérale, tout en préservant quand même leur politique agricole, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de relancer l'industrie pour se séparer de l'agricole, donc ils essayent d'avoir ce truc équilibré, d'où le fait de dire, bon bah ok, on va moins importer de chez vous, donc vous allez quand même augmenter en compensation vos importations de riz. C'est intéressant parce qu'on voit quand même que ce que fait Trump, c'est de la politique, tu vois. Ah Genre, oui. parce que le néolibéralisme, c'est quand même assez peu politique. T'as l'impression que les mecs, ils ouvrent les vannes, tu sais. Ils disent, ah bah, on supprime tout. Et là, on voit qu'il y a une. Je dis ça, hein, évidemment, c'est faux quand je dis c'est moins politique, évidemment que c'est tout autant politique, mais on a vécu pendant 30-40 ans des trucs où les gars disaient, bah, ouais, on enlève les douanes, on ouvre les frontières économiques, et puis basta. Là, on passe à quelque chose où il y a vraiment du choix. C'est-à-dire que certaines matières premières, certains pays, on va prendre. Tu vois, il y a vraiment du choix politique, une pensée à long terme de qu'est-ce qui va profiter à ton pays, quoi. L'économie est politique, hein. C'est la leçon de Marx, hein. Ce n'est pas une science extérieure à l'humanité, ce sont simplement des rapports sociaux. Et là, on le revoit justement. Mais la sortie du néolibéralisme, c'est aussi ça, hein. C'est la sortie d'une forme de fétichisme un petit peu de l'économie comme science autonome, sur lequel on devrait être soumis, etc. Et on voit que bah, la Chine n'y est jamais entrée. Voilà. Les États-Unis sont en train d'en sortir en sortant du néolibéralisme. Et par contre, il y a encore un monde dans lequel les mécanismes économiques sont, comment dire, extérieurs à l'humanité et sont des règles telles que la gravitation ou je ne sais quelle haute force physique. C'est l'Union européenne qui est encore dans un fétichisme absolu. Et on va le voir, hein, qui politiquement vient de se faire avoir. Ils auraient pu mettre des droits de douane sur les services. Ils auraient pu faire en sorte de relancer l'appareil industriel. Ils ne font rien. Ils vont simplement subir la décision de leur maître économique qui agit pour eux, que sont les États-Unis. Mais c'est intéressant d'ailleurs parce que dans la tête des gens, on associerait facilement deux espèces de libéraux d'extrême droite qui seraient Milley et Trump. Mais les politiques de Milley et Trump sont très différentes, tu vois. Ah, C'est-à-dire qu'il y en a un qui est libéral avec des droits de douane à l'ancienne, comme Trump, quoi. Libéral protectionniste, ouais, Voilà, voilà. dont on parle depuis tout à l'heure. Et l'autre qui fait l'inverse. L'autre qui dit on supprime tout et qui est libertarien, tu vois. Mais les libertariens, eux, sont ce qu'on parlait tout à l'heure de fétichisme économique, sont des imbéciles. C'est comme disait Talleyrand, ceux qui n'ont rien vu, rien appris des crises économiques. C'est des gens qui pensent encore
l'économie sans prendre leçon de toutes les crises que le marché, la soumission au marché et la réduction de l'économie au marché a pu produire. Donc, ils font n'importe quoi, réellement. Trump aussi fait un peu n'importe quoi. Il est aidé quand même par des gens comme Griggs, etc., dans son équipe, etc., qui sont un peu durs en commerce et qui connaissent un peu le sujet. Mais Trump, par la bêtise, en fait, de ses partenaires, justement, qui, eux, pensent comme des demi-libertariens ou comme des néolibéraux, et il va finir par gagner, justement parce que il se rappelle que c'est du rapport de force, c'est de la tension entre pays, etc. Et c'est simplement pas des lois auxquelles il faut se soumettre, quoi. Les libertariens, eux, sont encore dans ce monde-là, un monde, je dis, pré-Seconde Guerre mondiale, quoi, pré-grande crise de l'économie libérale, libertarienne. Ils n'ont rien vu, rien appris, et donc, c'est même pas qu'ils font n'importe quoi, c'est qu'ils font rien, quoi. Enfin, ils savent pas ce qu'ils font, quoi. Donc, Ça fait avec des ours en général. Donc au Vietnam. Au Vietnam, du coup, Donald Trump annonce fièrement un accord avec le Vietnam imposant 20% de droits de douane aux pays d'Asie du Sud. Hanoï aurait accepté de porter à 40% pour les biens qui transitent par le Vietnam venant de la Chine, par exemple, pour ensuite être exportés aux États-Unis. C'est énorme. Les négociateurs vietnamiens s'attendaient à des droits de douane à 11% sur l'exportation, mais Trump a annoncé le chiffre de 20% sans les consulter. Ok, le mec annonce un truc qu'il t'a pas consulté, il annonce un droit de douane. Et c'est là où tu vois, quand tu parles de maître, c'est vraiment ça. C'est le mec, de toute façon, c'est lui qui choisit, c'est pas toi. Donc, qu'est-ce que tu veux que le Vietnam fasse contre ça? Enfin, exactement. le site de la Maison Blanche confirme 20%. Corée du Sud 15%, avec des exceptions sur les produits électroniques, les semi-conducteurs et les trucs OLED. En échange, la Corée du Sud s'est engagée à accroître les achats de gaz naturel. Voilà. Oui, comme quoi c'est quand même vachement important le gaz pour les Et États-Unis. je te dis, tout démontre, on l'a dit dans la capsule iranienne, tout démontre que les hydrocarbures du Moyen-Orient, voire même de la Russie, si ça se détend, vont baisser. Donc eux, ils essayent de faire en sorte de pouvoir continuer d'exporter malgré tout. Et on avait pré-shot dans l'Iran de ce qui allait se passer. Vraiment, relisez, parce qu'on ne l'avait pas fait, c'était pas simple à l'époque. On avait dit justement que quand Trump était revenu en attaquant des sites iraniens, ce n'était pas pour une escalade, mais c'était justement pour calmer Israël. C'était ma position et ça s'est avéré vrai. Ils veulent une déstabilisation moyenne ou on va dire faible du Moyen-Orient parce que ça reste quand même des partenaires importants, etc. pour maintenir un prix du gaz important, mais ils veulent aussi justement continuer d'exporter du gaz et maintenir leurs accords à 3, 4 ans, etc. sur le prix du schiste. Et bien là, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Et la Corée du Sud, le Japon, l'Union européenne va acheter du gaz de schiste américain à des prix supérieurs aux hydrocarbures saoudiens, qataris, etc. ou émiratis, avec cet accord, parce qu'ils préservent justement leurs débouchés. Ouais. En échange, la Corée du Sud s'est engagée à accroître ses trucs de gaz naturel et à encourager ses entreprises Samsung et Hyundai à investir massivement dans les usines aux États-Unis. Le secteur portuaire a également joué un rôle central. Donald Trump, qui craint une perte de compétitivité américaine, avait demandé une coopération accrue dans ce domaine. En marge de l'accord, plusieurs groupes sud-coréens avaient annoncé des investissements dans la modernisation des terminaux portuaires aux États-Unis, notamment en Californie et en Géorgie. Selon le ministre sud-coréen du Commerce, l'accord devrait préserver la compétitivité de l'économie sud-coréenne tout en consolidant la relation stratégique. Ouais, tous les mecs ils font semblant de pas avoir baissé leur culotte, mais ça ressemble un peu à ça quand même. C'est ça, et on voit justement l'impérialisme américain là, qui joue à plein régime et qui demande des capitaux dans un sens, qui impose des barrières dans l'autre sens. Enfin, voilà. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Royaume-Uni, 10%. Putain, voilà, alors, c'est pour ça que c'est assez hallucinant, hein, l'accord de 15% en Europe. C'est-à-dire que le Royaume-Uni, qui est sorti de l'Union européenne, s'en sort mieux avec 10% au lieu de 15%. Donc vraiment, c'est une humiliation pour von der Leyen qui essaye de faire genre c'est un bon accord. Alors, en fait, tu as eu moins que les Brexiteurs, quoi. Donc c'est n'importe quoi, hein. On pèse beaucoup plus quand même dans l'économie. Clairement. Le Royaume-Uni était le premier État à s'entendre avec son allié principal dès le 8 mai. Le cadre de l'accord prévoit des droits de douane à base de 10% sur les exportations britanniques, ainsi que des diverses exemptions pour des produits tels que l'automobile et l'aérospatiale. Comme beaucoup d'autres pays, les discussions se poursuivent. Le Premier ministre Keir Starmer a été reçu le 28 juillet dans une des résidences écossaises de Donald Trump. Parmi les sujets abordés, la forte réduction des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium britannique déjà acceptés par Washington, ainsi que la taxe britannique sur les services numériques américains, que Trump souhaite voir disparaître. Tu vois, eux, ils ont fait un truc où ils ont dit on va taxer les services numériques. Exactement. Exactement. Ce que n'a pas fait l'Union européenne. C'est pour ça, les gens qui font croire que c'est un accord... C'est ça qui est paradoxal. C'est un accord qui va peser assez peu, parce que finalement, c'est 15%, voilà. Ça déstabilise pas de manière énorme l'Europe, mais c'est un accord qui est simplement... Vous voyez, c'est les gens qui disent, mais en fait, c'est pas si grave.
ta main, elle est clouée avec 2 clous, voilà, et en fait, on t'en met un troisième. Ah, tu dis, ouais, au final, je pouvais pas trop la bouger, donc, et puis j'avais un peu mal. Donc le troisième clou fait pas si mal, mais ça reste quand même le rapport de force, il est complètement à la défaveur de Bah l'Union ouais, européenne. ouais. Les pays qui n'ont pas trouvé d'accord, Canada 35, Mexique 30. Putain, eux, ils sont baisés, hein, parce qu'ils sont censés avoir. Ouais, ils Bah, sont censés avoir de la CETA, enfin. c'est surtout quand là, en fait, le Canada et le Mexique, en fait, ce que fait Trump, c'est qu'il veut clairement, là, en faire des protectorats, quoi. Enfin, je veux dire, des pays. Donc là, il est en train de détruire l'économie du Canada et du Mexique, justement parce que c'est les économies les plus proches qui pourraient être réinvesties aux États-Unis. Et Oui. donc là, il va les saigner très rapidement. C'est compliqué de déplacer des capitaux, de réinvestir, etc. Mais les capitaux qui sont au Canada ou en Mexique sont ceux qui peuvent être mobilisés le plus vite. Les producteurs mexicains ou canadiens, c'est ceux qui peuvent être mobilisés le plus vite des deux côtés de la frontière. Donc là, il va les saigner vraiment pour que justement ce soit les premiers réinvestisseurs aux États-Unis, ceux qui ont des capitaux au Canada et au Mexique. Ouais, donc du coup, bah, en plus, il en avait parlé, ouais, de parler d'un 51e État américain Mm. avec le Canada. Enfin, il est ultra agressif, le mec, avec eux, quoi. Ouais. Ensuite, il y a le Brésil entre 10 et 50%. Alors que c'est quand même pas pareil, 10 à 50%, tu vois. Et Inde, 25%. Brésil et Inde, tous deux membres des BRICS, ont fait l'objet d'attaques vigoureuses du président américain. Donald Trump menace le Brésil de droits de douane les plus élevés, allant de 10 à 50% pour certains produits. Le président américain s'insurgeant notamment des poursuites dont fait l'objet son proche, l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, accusé de coup d'État. Tu vois, Ce serait étonnant, hein, quand même, un coup d'État par un mec d'extrême droite soutenu par les États-Unis, c'est quand même assez rare, hein. En tu Amérique vois, du Sud, c'est pas classique. tu disais que c'est de la politique, ah bah là on y est complètement. C'est-à-dire que le Brésil de Lula se prend des droits de douane spécifiquement pour protester et mettre en avant un opposant à Lula. Donc là vraiment on est revenu sur vraiment de l'économie ultra politique, quoi. Ouais, mais c'est étonnant d'ailleurs qu'il baise aussi Modi, tu vois, qui est aussi un mec d'extrême droite. Bah, en fait, il le baise moins que la Chine. La Chine est à 30 et l'Inde est à 25. Oui, Donc, mais c'est qu'il baise tout le monde. Il le baise aussi, mais donc un peu moins. quelque part, en fait, il fait le jeu de l'Inde contre la Chine, là. On sait que c'est deux pays qui vont avoir beaucoup de. Alors, qui sont pas du tout sur les mêmes secteurs, mais qui rentrent en concurrence. Et donc là, l'Inde a moins que la Chine. Donc, c'est aussi un message. Ouais. Il n'hésite pas à s'attaquer au président actuel, Lula. Ce dernier est l'un des rares chefs d'État à tenir tête ouvertement à Donald Trump, promettant lors d'une cérémonie officielle à Brasilia de défendre la souveraineté du peuple brésilien face aux mesures annoncées par le président des États-Unis. L'Inde écope de 25%, New Delhi est notamment pénalisé pour sa proximité avec Moscou. Le revirement récent du président américain sur le dossier ukrainien a abouti à l'annonce de sanctions contre la Russie début août si Moscou ne stoppe pas son offensive, mais aussi d'une pénalité supplémentaire contre l'Inde d'un montant non précisé sanctionnant l'achat du pétrole russe. Putain, mais les mecs font vraiment la police, quoi. Ah oui. Ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait avec Cuba pendant 60 ans, ils sont en train de commencer à faire ça avec tous les autres pays, tu sais, en disant ouais, non, mais toi, t'as acheté ci, t'as acheté ça, c'est la folie, hein. Ce que je te disais tout à l'heure, on revient à un monde économique qui sort des standards de tout le monde, hein. Je te dis, on revient à des niveaux, comment dire, de taxes douanières avec la première puissance mondiale et pas de peu, hein, autour de 20% en moyenne, ce qui n'est pas arrivé depuis 1911. Il faut se rendre compte que c'est pour ça que tout le monde est complètement à l'ouest sur ce sujet économique. Et là, on peut le dire, clairement, même les partis de gauche radicale et de rupture n'ont pas les programmes économiques adéquats à la situation, hein. Là, je mets la France insoumise, d'autres, etc. Ils n'ont pas compris que le monde est en train de changer. Mélenchon commence à l'entrevoir, mais il va falloir réellement se reposer la question de repenser les programmes économiques pour les pays européens qui se disent progressistes, qui veulent sortir du néolibéralisme, parce que là, on ne peut pas répondre au protectionnisme américain par du protectionnisme national, hein. Et puis en plus de ça, là on voit, tu sais, t'as Jérémy Corbyn qui a lancé son mouvement, bon, un peu tard et tout. Je pense que c'est dommage parce qu'il est quand même assez vieux et tu sais, Mélenchon a fait ça 15 ans avant lui, quoi. Ouais, mais il y a une A génération raison. derrière, tu vois. Mais il y a une génération derrière, et il remercie la France insoumise, et là on parle de Lula et tout. En fait, ce qu'il faut réellement, c'est qu'on ait aussi une internationale de ces pays progressistes, tu vois, qui doit être large. Il y a des pays qui sont pas, je veux dire, l'Espagne, c'est pas un modèle de socialisme, tu vois. Mais il y a peut-être quand même moyen de s'appuyer sur eux, de s'appuyer sur une France qui passerait insoumise, une Angleterre qui passerait pro-Corbyn, tu vois, sur Lula, sur toute cette génération en fait de pays qui veulent sortir du néolibéralisme, non pas par le protectionnisme libéral, mais par une sorte de remise en question, on va dire, plus sociale
et plus socialisée de Ouais, la production. Je dis pas socialiste parce que bon, je suis pas sûr que Corbyn ou Mélenchon soient socialistes, mais tu tu vois ce que je veux dire. dis la planification, en fait. La planification, oui. Voilà, ce qui nous fera sortir du néolibéralisme et qui permettra de résoudre les crises et résoudre les crises écologiques, etc. Ce ne sera sûrement pas le protectionnisme libéral, on va dire pré-néolibéral, fin du 19e de Trump. Ça ne marche que pour des pays hégémoniques et ça tue les autres pays de manière impériale, hein, voilà. Ce sera la sortie justement du marché libre, etc. C'est la planification économique, quoi. Et ça, c'est les mesures socialistes. Ou, attention, je vais dire un gros mot, communiste, quoi. Malgré les pressions de Donald Trump, le président Modi, qui dépend électoralement des énormes lobbies et syndicats de fermiers du pays, refuse pour l'instant d'ouvrir le marché agricole de l'Inde aux produits américains. Afrique du Sud 30%, Lesotho 15%. Le Lesotho, petit pays de 2,3 millions d'habitants contenu dans le territoire sud-africain, a également craint un temps de devoir faire face aux foudres de Donald Trump. Très dépendant de l'accord AGOA qui accordait un accès commercial favorable à certains pays, il a été menacé de droits de douane à 50%. Finalement, la taxe a été ramenée à 15%, comme la plupart des pays africains, à l'exception de l'Afrique du Sud et de l'Algérie, 30%. Pourquoi l'Afrique du Sud et l'Algérie? C'est les deux pays. C'est historique, hein, en fait, parce que c'est les deux pays qui se sont plus battus contre l'impérialisme américain Oui, parce que ce que j'allais dire, c'est les deux en pays un peu Afrique. modèles, un peu pour nous de Voilà, décolonisation, c'est d'anti-impérialisme, ils se font baisser comme tout. Tu sais. c'est ça. Donc c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment politique. Mais tu vois, là c'est intéressant parce que l'Union européenne a 15%. S'il y avait eu un Mélenchon au pouvoir en France, peut-être que la France aurait eu 30 et les autres 15, tu vois, justement pour détruire les potentialités de relance et de planification économique dont tu viens de parler, quoi. Ça, faudra s'y préparer, hein. Je veux dire, Trump, c'est pas parce que, alors en 2027, quand Mélenchon va gagner, je rappelle la prophétie, hein, quand même, Trump sera encore là. C'est pas parce qu'il y a eu un deal signé là le 27 juillet 2025 que à 15% pour tout le monde que Trump s'interdira de pas spécifiquement taxer à 50% les produits français et seulement français si demain il y a, comme tu l'as dit, un progressiste ou quelqu'un qui veut la rupture avec le néolibéralisme et l'affrontement de fait avec la politique de Trump au pouvoir, hein. Donc et ça, il faut s'y préparer, hein. Je finis là-dessus. Demain, on sait que le renoncement du Parti socialiste s'est fait justement par rapport aux politiques monétaires de rétorsion dans les années 80, au début des années 80 sur son programme et tout, c'est-à-dire parce qu'il ne maîtrisait pas cet instrument-là. Aujourd'hui, les mécanismes d'unification monétaire sont un petit peu moins critiques. Si demain il y a un progressiste au pouvoir, ce sera quand même quelque chose, mais beaucoup moins que dans les années 80, parce qu'il y a moins de possibilités de déstabilisation vis-à-vis de ça, il y a plus de normalisation. Par contre, justement, on voit que les droits de douane et l'insertion dans le commerce mondial et comment dire, la désolidarisation du commerce mondial par des droits de douane accrus, là, va être déstabilisant. Donc là, la France Insoumise se doit d'avoir un programme à la hauteur de ça, parce que sinon, ils se feront avoir. Ouais. Et d'ailleurs, en réalité, se faire attaquer, c'est presque bon signe. Tu vois. Enfin, si tu te fais pas attaquer, ça pue un peu la merde. Tu vois. Le Keir Starmer qui tape 10%, c'est un peu bizarre. Tu vois. Lula, il tape 50%. Tu vois, genre, Ah, Keir Starmer, pour ceux qui ont cru que la gauche avait gagné au Royaume-Uni, hein, je rappelle hein, que tout l'appareil politique des Verts, hein, Marine Tondelier, Jadot, même Sandrine Rousseau, etc., ont trouvé que c'était une victoire de la gauche. Lucie Castet aussi, hein, allez voir l'épisode sur les noisettes, etc., que c'était une victoire de la gauche, la victoire de Keir Starmer. Le PS a dit ça aussi. Nous, on avait dit le même jour que c'était la victoire de Macron 10 ans après au Royaume-Uni. Bon, bah, je crois que tout le monde a compris, quoi. Ça, c'est intéressant, hein. Reprenez les tweets des partis de gauche là, qui affrontent Mélenchon sur Keir Starmer et vous voyez leur vision du monde. Ils se sont félicité ce gars-là comme étant de gauche. Donc, soit pour eux, c'est vraiment la gauche de faire ça. Dans ce cas-là, bah, posez-vous la question sur leur honnêteté vis-à-vis de la transformation. Soit ils savent pas qui c'est Keir Starmer dans leur position politique quand même d'un des plus grands pays industrialisés, la France. Ils ne savent pas qui est Keir Starmer et donc interrogez-vous sur leurs compétences. Dans les deux cas, on peut pas trop leur faire confiance, Padu. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Et puis, interrogez-vous sur les gens qui soutiennent ce genre de personnes, les Verts, le PS, les Glucksmann, c'est toutes les unitaires comme ça qui te disent oui, on pourrait faire l'union avec Les les Chloé Verts autour des Ridel. Verts. Et voilà. Voilà. Parce qu'il y a le fascisme en face ou je sais pas trop quoi. En fin de compte, c'est pour nous donner un Macron bis qui ne fera pas baisser le risque fasciste en France, voire qui l'augmentera et qui continuera à faire de la casse sociale, quoi.
Du coup, finalement, la taxe a été ramenée à 15%, comme pour la plupart des pays africains, à l'exception de l'Afrique du Sud et l'Algérie, 30%. Le Lesotho a exporté près de 240 millions de dollars de biens vers les États-Unis en 2024. Inquiet de voir son secteur textile totalement déstabilisé face à l'imminence d'une crise de l'emploi chez les jeunes, le pays avait déclaré l'état d'urgence le 9 juillet. T'as le mec, il fait déclarer l'état d'urgence dans les pays avec cette annonce, quoi. L'Afrique du Sud, menacée de 30% de droits de douane, fait face à de virulentes critiques politiques de Donald Trump. Le président et son mouvement Make America Great Again accusent le gouvernement sud-africain de racisme, voire de génocide anti-blanc. Les États-Unis ont même accueilli à ce titre 59 fermiers blancs sud-africains, principalement des Afrikaners qui se disaient victimes de discrimination raciale. On rappelle d'ailleurs d'où vient l'argent de la famille d'Elon Musk. Hein. Il se pourrait que ce soit un Sud-Africain, le gars. Hein. Non, je pense pas, non. Donc voilà, on avait aussi juste, on peut dire un mot sur... Ouais, on peut finir un peu sur la façon dont la BCE a réagi avec les tensions commerciales. On voit que, en fait, on a une politique, pour finir, pour montrer qu'il n'y a pas de politique économique. La BCE, depuis un moment, essayait de, relancer l'économie après une forte période d'inflation où elle avait monté les taux directeurs et elle essayait de les faire, de les réduire. Hein. Donc, on était monté jusqu'à 4 et là, on est autour de 2. Une chute des taux directeurs depuis presque un an maintenant, hein, parce que l'inflation baisse. On voit qu'ils sont incapables de comprendre quoi que ce soit de ce qui se passe parce que en fait, la baisse des taux directeurs n'aura aucun effet de compensation de l'inflation que va produire les produits américains. Donc là, ils font un statu quo. Voilà. Ils pensent que peut-être que ça va avoir un effet d'inflation d'avoir des 15% de droits de douane, etc. Mais c'est pas sûr. Ils essayent aussi en parallèle, tu vois, de se dire, comme justement on va moins exporter aux USA, on va se retrouver avec plus d'importations chinoises, tu vois. Donc du coup, il y a des risques, mais ils sont complètement atones, ils n'ont pas de politique économique, voilà. Donc on voit ça. Et on voit que cette politique idiote de la BCE sur l'euro, on voit que l'euro s'apprécie, c'est-à-dire il monte, mais c'est exact. Là on le voit là, il monte depuis février 2025. C'est ça. Par rapport au dollar, ouais. Et c'est ça, et en fait, c'est ce que justement attend Trump, c'est-à-dire pour compenser justement les droits de douane que lui va faire payer, en fait, il va ensuite encore plus, c'est-à-dire permettre ses exportations de manière plus importante. Et donc, parce que le dollar va baisser par rapport à l'euro. Exactement, voilà. Et donc, ce qui se passe là avec un euro qui s'apprécie et des politiques qui sont totalement orientées autour de l'inflation, qui sont complètement désuètes, hein, parce que on le rappelle, on a fait une capsule là-dessus fin 2024 pour montrer que l'inflation n'est pas un problème monétaire, mais un problème de régulation des chaînes économiques, mais qu'elle va baisser aujourd'hui. Là, on voit que justement, on est en train de construire un euro très fort. Et donc, un euro très fort, plus des droits de douane aux États-Unis, on est en train de rendre catastrophique l'économie européenne qui va payer doublement le prix. Voilà, et va payer tu peux plus rien exporter. Hein. Tu peux plus rien exporter. Si tu veux exporter, je sais pas, ton champagne là, que tu veux exporter à 10 balles la bouteille, ton 10 balles en fait avant il coûtait $10, maintenant il en coûte 12. Et en plus de ça, tu payes 15% de taxes dessus. Donc en fait, tu l'exportes à 15 balles en fait à la fin, alors que tu l'exportais à 10 il y a 3 mois quoi. Donc t'es plus du tout compétitif quoi. C'est ça. Et donc en fait, on se rend compte qu'on va avoir justement donc un effet donc d'inflation limitée, mais de baisse énorme de l'exportation européenne pour les douanes et à cause de l'euro. Et là, du coup, finalement, baisser les taux directeurs, c'est plutôt une bonne chose parce que les taux directeurs peuvent permettre de relancer l'investissement. Mais là, ce qu'il faudrait, c'est les baisser de manière assez drastique et de faire en sorte d'utiliser ces titres ou ces créances ou ces taux bas pour pouvoir réindustrialiser l'économie européenne, ce que personne ne veut faire, ni les pays de leur côté, personne ne veut relancer. On reste sur des mécanismes économiques, tu sais, avec où il faut limiter la dette, où il faut limiter justement les déficits, etc. Ce qui est vraiment complètement hallucinant. L'Europe aurait besoin justement pour sortir de ça d'investir, transformer son appareil industriel et donc d'augmenter sa dette à taux bas sur la BCE pour relancer sa croissance. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va maintenir des taux intermédiaires à 2, ce qui va non pas jouer sur l'inflation, empêcher la croissance
et permettre à Trump de faire ses importations et ses exportations et empêcher les exportations européennes avec un euro trop fort. Donc, c'est absolument catastrophique ce que fait la BCE. Voilà. Et donc, on parlait tout à l'heure des programmes de gauche européens. À défaut de changer la politique de la BCE, il va falloir affronter frontalement. Mélenchon ne gagnera pas en 2027 s'il n'affronte pas la question fondamentale de la dette. La situation face à la dette, c'est de rappeler, non pas qu'elle est trop importante, mais qu'elle est trop faible. Et donc, si Mélenchon veut gagner, il doit dire il faut plus de dettes pour pouvoir relancer, transformer l'appareil économique. Et si personne ne fait cet affrontement face à tous les libéraux qu'on a en face, qu'ils soient de droite, d'extrême droite, du centre ou de gauche, si personne ne vient dire la dette n'est pas un problème, c'est l'utilisation de cet argent dette qui est un problème, eh bien, il ne gagnera pas. Ouais, mais c'est marrant parce qu'on en revient à ce qu'on dit souvent et que tout le monde ne dit pas. C'est que les mecs en haut là sont pas machiavéliques, il y en a beaucoup qui sont juste nuls en fait. Enfin, ils font de la merde. Autant Trump a peut-être un plan, et peut-être moins nul, mais ce que fait von der Leyen, c'est même pas efficace en tant que bourgeois, tu vois. C'est de la merde. Mais c'est absolument n'importe quoi de A à Z. C'est-à-dire qu'elle a des mécanismes économiques entre les mains, mais elle l'utilise à mauvais escient. C'est-à-dire qu'elle utilise, elle veut faire baisser l'inflation, mais elle ne le fait pas assez. Elle ne relance pas le quantitative easing, c'est-à-dire le rachat de créances. Enfin, ils font n'importe quoi parce qu'ils se sont perdus. Et aussi parce que ils ne se pensent pas comme une entité politique. On l'a dit tout au long de la capsule. Ils ne se pensent pas comme une entité politique, mais simplement comme un marché. Ouais. Bon, et bien sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à parler dans les commentaires, faire des remarques, poser des questions. On pourra peut-être y répondre. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne Padu, P-A-D-U, ma chaîne personnelle, à la chaîne de Zoé, Zoé-YT sur YouTube. Allez voir le site de Position Revue, Position avec un S, Revue. Allez voir toutes les capsules d'économie qu'on a faites. Tapez Trump, tapez 2025, 2024, des mots-clés comme ça. Vous allez trouver sur la Californie aussi, sur la Chine, tous les trucs qu'on a fait un peu comme ça, plus économie ou géopolitique, ça change un peu des capsules plus sociologie électorale comme on fait pas mal actuellement, même si on aime aussi les noisettes. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux, sur Twitter, sur TikTok, sur Insta, et sur ce, on vous dit à plus. Salut. C'est la lutte finale.